Chapitre 15. La fin de cette histoire et le début des autres. Vous n'avez pas besoin de bague tant que je suis avec vous, résonnait la voix d'Aslan. Les enfants clignèrent des yeux et regardèrent alentour. Ils étaient revenus dans le bois d'entre les mondes. L'oncle Andrew était toujours allongé dans l'herbe, endormi. Aslan se tenait à côté d'eux. « Allez, dit-il, il est temps que vous rentriez. Mais auparavant, il nous reste deux choses à voir. Une mise en garde et un ordre. Regardez. » Il y avait à leurs pieds un léger creux, dont le fond était recouvert d'une herbe tiède et sèche. « La dernière fois que vous étiez ici, dit Aslan, c'était une mare. Vous avez sauté à l'intérieur et vous êtes tombé dans le monde de Charne, éclairé par un soleil mourant. Aujourd'hui, il n'y a plus de mare. Ce monde s'est consumé. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Que les descendants d'Adam et Ève sachent en tirer la leçon. « Oui, Aslan, répondirent encore les enfants, avant que Pauline ajoute. « Nous ne sommes quand même pas aussi mauvais que ce monde, Aslan. »« Non, pas encore, fille d'Ève. Mais vous êtes sur la voie. Qui sait si l'un des vôtres ne découvrira pas lui aussi un secret aussi nuisible que le mot déplorable. Il ne l'utilisera pas pour détruire tous les êtres vivants. Bientôt, avant même la fin de votre vie, les plus grandes nations de votre monde seront gouvernées par des tyrans qui ne se soucieront pas plus de joie, de justice et de clémence que la reine jadis. Tâchez donc de mettre en garde les vôtres. Tel est mon premier avertissement. En même temps, dès que vous pourrez, reprenez à votre oncle ces bagues magiques et enterrez-les, afin que plus personne ne puisse jamais les utiliser. » Les deux enfants écoutaient le lion, concentrés sur son regard, quand peu à peu, ils ne surent jamais exactement comment, son visage se métamorphosa en un immense océan d'or, sur lequel ils se mirent à flotter. Ils se sentirent enveloppés, pénétrés d'une telle douceur et d'une telle force qu'ils eurent l'impression de renaître et de redécouvrir le sens du bonheur, de la sagesse et de la bonté. Toute leur vie, le souvenir de cet instant allait rester gravé dans leur mémoire. Et les jours où ils avaient du vague à l'âme, les jours où ils avaient peur ou avaient faim, le sentiment que ce bien en or était là, tout près, au coin ou derrière la porte. Ce sentiment revenait comme une preuve intérieure que tout allait bien. Tout à coup, Polly, Diggory et l'oncle Andrew, enfin réveillés, atterrirent au milieu du bruit et des effluves moites de Londres. Ils étaient sur le trottoir, devant la porte d'entrée de chez les Ketterley. La sorcière, le cheval et le cocher avaient disparu, mais tout le reste était dans l'état où ils l'avaient laissé. Le réverbère, à qui il manquait un bras, le fiacre en morceaux, même la foule. Les gens étaient en train de discuter, et certains, agenouillés près de l'agent de police blessé, faisaient des commentaires du genre « Oh, il revient, lui !» ou « Comment vous sentez-vous, mon vieux ?» ou encore « L'ambulance ne va pas tarder. » Hallucinant, pensa Diggory. Toute cette aventure s'est déroulée en un rien de temps. La plupart des gens dans la foule cherchaient du regard jadis et le cheval. Et personne ne fit attention aux enfants, car personne ne les avait vus partir ni revenir. Quant à l'oncle Andrew, vu l'état de ses vêtements et son visage dégoulinant de miel, il aurait été difficile de le reconnaître. Heureusement, la porte d'entrée était ouverte, et la servante, qui n'en revenait toujours pas de ce charivari, décidément quelle journée inouïe, était dehors, si bien que les enfants n'eurent aucun mal à pousser l'oncle Andrew à l'intérieur sans que personne ne leur demande rien. Aussitôt, ils le virent se précipiter dans l'escalier, et ils eurent peur qu'il n'aille à son bureau pour cacher ses dernières bagues magiques. En fait, il n'avait aucun souci à se faire. L'oncle Andrew ne souhaitait qu'une chose, récupérer sa bouteille au fond de sa penderie. Il disparut et s'enferma à double tour dans sa chambre, puis ressortit, après un certain temps, en peignoir et se dirigea vers la salle de bain. « Tu peux récupérer les autres bagues, Polly ?» demanda Diggory. « Je voudrais aller voir maman. »« D'accord, à plus tard, » répondit-elle, avant de monter
en faisant claquer ses talons dans l'escalier. Diggory reprit son souffle, puis entra discrètement dans la chambre de sa mère. Elle était là, allongée, telle qu'il l'avait vue si souvent, la tête appuyée contre les coussins, avec ce visage pâle et émacié qui donnait envie de pleurer. Diggory sortit la pomme de vie de sa poche. De même que la sorcière avait l'air différente quand vous la voyiez dans notre monde, de même la pomme qui venait de ce jardin de haute montagne avait ici un autre aspect. Toutes sortes d'objets colorés décoraient la chambre, le dessus de lit, le papier peint, la lumière du soleil à travers la fenêtre, le joli gilet bleu pâle de sa mère. Mais au moment où Diggory sortit la pomme de sa poche, tous les objets perdirent leur couleur. Ils avaient l'air soudain fades, minables, même sous la lumière du soleil. L'éclat de la pomme de jouvence projetait au plafond d'étranges rayons lumineux qui attiraient irrésistiblement le regard, et le fruit dégageait un arôme qui donnait l'impression que l'une des fenêtres de la chambre était ouverte sur le paradis. « Oh, mon chéri, comme c'est gentil, » dit la mère de Diggory. « Tu le mangeras, j'espère, s'il te plaît. Oh, je sais pas ce qu'en dirait le médecin, mais peu importe. Pour une fois, je sens que j'en aurai peut-être la force. » Diggory pela la pomme, la coupa, et elle lui donna morceau par morceau. À peine l'eut-elle fini, qu'elle sourit, et laissa retomber sa tête sur l'oreiller, sombrant aussitôt dans un profond sommeil naturel, sans aucun de ces détestables médicaments dont elle dépendait tant. Diggory vit aussitôt son visage se détendre. Il se pencha pour l'embrasser doucement et disparut sur la pointe des pieds, le cœur battant, en emportant le trognon de la pomme. Plus tard dans la journée, il suffisait qu'il regarde les objets ordinaires de la maison, dépourvus de magie, pour perdre tout espoir de guérison. Heureusement, dès qu'il se rappelait le visage d'Aslan, il recommençait à espérer. Le soir même, il alla enterrer le trognon de la pomme dans le jardin, derrière la maison. Le lendemain, lorsque le médecin passa faire sa visite, Diggory tendit l'oreille en se penchant au-dessus de la rampe. « Mademoiselle Ketterly, c'est le cas le plus extraordinaire que j'ai jamais connu de toute ma carrière. C'est un véritable miracle. Si j'étais vous, je ne dirais encore rien à son fils. Il est inutile de lui donner de faux espoirs. Mais à mon avis... » Il avait baissé la voix et Diggory n'entendait plus rien. L'après-midi, Diggory alla siffler au bout du jardin pour appeler Polly, suivant leur signal secret. « Alors ?» demanda-t-elle en pensant la tête au-dessus du mur. « Je veux dire, ta mère? Je crois que ça va aller. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Et les bagues? Je les ai. Attends, t'inquiète pas, j'ai mis des gants. Allons les enterrer. » « D'accord. J'ai marqué l'endroit où j'ai enterré le trognon de la pomme hier soir. » Arrivés au fond du jardin, ils comprirent que la marque était inutile. Il y avait déjà une petite pousse, qui bien sûr ne grandissait pas à vue d'œil comme un hargnat. Ils prirent une petite bêche et ensevelirent toutes les bagues magiques, y compris les leurs, en cercle autour de la jeune pousse. Une semaine plus tard, environ, il ne faisait plus de doute que la mère de Diggory allait de mieux en mieux. 2 semaines passèrent, et elle put aller s'asseoir dans le jardin. 1 mois plus tard encore, c'est toute la maison qui avait changé d'atmosphère et la tante Letty faisait tout ce qui lui plaisait. On ouvrait les fenêtres, on tirait les vieux rideaux qui sentaient le renfermer pour éclaircir les pièces. Partout on mettait de nouvelles fleurs, les repas étaient meilleurs, le vieux piano fut accordé. La mère de Diggory reprit ses cours de chant et partageait tant de jeux avec Diggory et Polly que la tante Letty ne cessait de répéter « Ma parole, c'est toi le plus enfant de vous 3 !» Autant lorsque les choses commencent à aller mal, elles vont de pire en pire pendant un certain temps, autant lorsqu'elles commencent à aller bien, elles vont de mieux en mieux. Ainsi, après 6 semaines de cette vie délicieuse, une lettre du père de Diggory arriva des Indes, qui n'apportait que des bonnes nouvelles. Le vieil oncle Kirk venait de mourir, ce qui apparemment signifiait que le père de Diggory
héritait de sa fortune. Il comptait donc quitter les Indes et arrêter de travailler. Alors il désirait vivre dans cette merveilleuse maison de campagne dont Diggory avait entendu parler toute sa vie sans jamais la voir. C'est une immense propriété qui comprenait des armures complètes, des écuries, plusieurs chenils, une rivière, un parc, des serres, des vignes et des bois dominés par les montagnes. Diggory pouvait enfin se réjouir, car ils allaient vivre heureux et en famille pour toujours. Cependant, vous avez sans doute envie de connaître 2 ou 3 détails supplémentaires. Polly et Diggory restèrent très liés, et Polly allait passer presque toutes ses vacances dans cette magnifique propriété. C'est là qu'elle apprit à monter à cheval, à nager, à traire les vaches, faire de l'escalade et pétrir le pain. À Narnia, les bêtes vécurent des centaines et des centaines d'années dans la paix et la joie, sans que la sorcière ni aucun ennemi vienne troubler leur bonheur. Le roi Frank, la reine Helen et leurs enfants y vécurent heureux, tandis que le second fils devint roi d'Arkenland. Les garçons épousèrent des nymphes, les filles des divinités des bois et du fleuve. Le réverbère que la sorcière avait planté sans le savoir illuminait jour et nuit la forêt de Narnia, si bien qu'ils ont fini par appeler ce lieu la lande du réverbère. Bien des années plus tard. D'ailleurs, une nouvelle petite fille bascula de notre monde dans celui de Narnia, en pleine nuit, sous la neige, et tomba sur le réverbère, toujours allumé. Une aventure qui, vous vous en doutez, n'est pas sans lien avec celle que je viens de vous raconter. Voici ce qui arriva. L'arbrisseau qui avait poussé à partir du trognon de pommes enterré par Polly et Diggory dans le jardin grandit et se transforma en un bel arbre. Mais comme il poussait chez nous, à 1000 lieues de l'écho du chant d'Aslan et de l'air pur de Narnia, il ne donnait jamais des fruits dont la magie aurait pu faire renaître à la vie une femme mourante. Il produisait des pommes magnifiques, beaucoup plus belles que toutes celles d'Angleterre, excellentes pour la santé, mais dépourvues de magie à proprement parler. Néanmoins, en son fort intérieur, au plus profond de sa sève, pour ainsi dire, cet arbre n'avait jamais oublié l'autre, celui de Narnia, auquel il appartenait. Ainsi, de temps en temps, il se mettait à onduler mystérieusement, sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. En fait, je pense que l'arbre anglais se mettait à frémir lorsque les rafales du vent du sud balayaient et fouettaient l'arbre de Narnia. Quoi qu'il en soit, il fut prouvé, beaucoup plus tard, que le bois de cet arbre possédait encore une certaine magie. Alors que Diggory était déjà assez âgé, c'était alors un grand professeur, un érudit reconnu et un grand voyageur, et propriétaire de la vieille maison de Ketterley, une immense tempête souffla sur tout le sud de l'Angleterre et abattit l'arbre. Diggory n'eut pas le courage de le tailler pour en faire du petit bois, mais il utilisa une partie du bois pour faire construire une grande armoire dans sa maison de campagne. Lui-même ne découvrit jamais les propriétés magiques de cette armoire, mais quelqu'un d'autre allait les découvrir à sa place. Ainsi commencèrent les nombreux allers-retours entre Narnia et notre monde, dont vous pourrez suivre le récit dans les autres livres. Mais revenons en arrière une dernière fois. Lorsque Diggory partit vivre à la campagne avec sa famille, on amena l'oncle Andrew, car, disait le père de Diggory, il faut éviter que notre vieil ami fasse trop de bêtises. En plus, il ne serait pas juste que la tante Letty l'ait encore sur les bras. Grâce à Dieu, l'oncle Andrew était vacciné. Plus jamais il ne tenta la moindre expérience de magie. En outre, la vieillesse l'avait rendu plus attentionné et moins égoïste. Néanmoins, jamais il ne perdit l'habitude de prendre les invités à part dans la salle de billard pour leur raconter l'histoire d'une mystérieuse dame venue d'un royaume étranger, avec qui il avait parcouru les rues de Londres. « Elle avait un tempérament du feu de Dieu, disait-il. C'est un sacré brin de femme. Un sacré brin de femme. »